Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je tenais juste à dire aussi que c'est ma première vraie formation. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Euh, dans un premier temps, les choses sont passées en deux temps. Dans un premier temps, je vais montrer un peu quels sont les logiciels que l'on utilise le plus souvent. Enfin, il y en a un typique que je vais utiliser, c'est RStudio. Enfin, je vais montrer euh, ça permet un peu de voir, je vais montrer un petit peu ce qui va se passer au niveau de comment on traite les données, comment les données, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces logiciels, parce qu'on peut faire énormément de choses qui permettent pas seulement de faire des tests statistiques, hein, ça vous le verrez bien, euh, donc voilà, ça va être le premier pan. Le deuxième pan, une fois qu'on a vu qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces analyses-là en termes d'exploitation de données, j'ai sélectionné deux, trois publications scientifiques simplement, en fait, je vais montrer un petit peu dans chacune des publications quels sont les points positifs et les points négatifs de ces publications, mais aussi toute la bonne structure un petit peu à adopter pour pouvoir euh, présenter, détailler, décrire ces données, les analyses que l'on a faites, comment rédiger au mieux ces résultats, voilà, quelles sont les meilleures pratiques à faire, les meilleures choses à faire pour que ça soit le moins possible, on va dire, euh, critiqué par les reviewers, par exemple. Et c'est qu'est-ce qui permet voilà, d'exploiter au mieux ces données, de les décrire au mieux et de faire en sorte d'être le plus reproductible possible, parce que c'est ça, le fond, le but ultime en sciences. Donc, les biais statistiques sont là, c'est comment faire en sorte que, voilà, que les données que l'on a puissent être le plus robustes possible. Et si elles ne le sont pas, on va expliquer pourquoi, forcément. Et voilà, toujours faire en sorte que, voilà, que les données que l'on a puissent être, pas incontestées, forcément, mais voilà, comment elles puissent être, on puisse faire en sorte que les choses soient le mieux reproductibles euh, par la suite, que le résultat soit, on va dire, vraiment solide. Donc, dans un premier temps, je vais juste présenter, alors peut-être qu'il y en a qui connaissent ce logiciel, parce qu'en statistique, il existe énormément de logiciels, hein. Il y a Excel déjà, où on peut déjà faire des statistiques de base, calcul de moyenne, de médiane, on peut faire des graphiques, ce genre de choses. Mais les logiciels comme Excel, lorsqu'on fait des biostatistiques, c'est pas nécessairement le plus conseillé à utiliser. Pourquoi? Parce que dans un souci de reproductibilité des résultats, Excel, c'est pas forcément plus adapté dans le sens où, ben voilà, si jamais on peut corriger des cellules, des données, etc., si on travaille sur le même fichier et que le fichier n'est pas correctement versionné, c'est-à-dire qu'en gros, on a une modification, ben voilà, il faut créer un second fichier. Bon, c'est un peu barbant quelque part. Mais voilà, c'est pas conseillé aussi parce que voilà, si jamais on fait des graphiques aussi, si jamais on veut reproduire des graphiques sur Excel, on ne saura jamais vraiment les faire à l'identique, surtout si on fait des ajustements à droite à gauche un petit, avec une souris, quoi, simplement. Donc en fait, en statistique, on utilise des logiciels comme Stata, SPSS, SAS, qui est un des plus connus, qui est utilisé souvent dans des entreprises qui peuvent acheter des licences et tout, parce que ça, c'est un logiciel qui est payant, même s'il en existe une version universitaire. Et quand on est académique, universitaire, on utilise de plus en plus Python, mais Python, c'est plus axé pour des gens qui savent très, très bien programmer. Mais aussi, on utilise R et RStudio. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent R. Donc, je vais vous montrer un petit peu sa version brute que les étudiants, pas mal d'étudiants utilisent. Oui, hein, R, comme on peut le voir, c'est pas un logiciel qui est très, très esthétique, hein.
voilà, c'est un écran blanc avec un typo en type courrier. C'est pas très joli. On sait pas trop comment démarrer avec. Mais il existe déjà avec R. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas là-dessus où je vais montrer un petit peu les exemples. Mais voilà, sachez qu'avec R, voilà, on peut faire tout test statistique, graphique, etc. que l'on veut, mais c'est pas le meilleur environnement pour faire les analyses. Donc, il existe sinon une librairie, voilà, je vais peut-être commencer par un qui s'appelle, qui la connaissent, qui s'appelle R Commander, et qui, une fois qu'on l'ouvre, avec R, une librairie qui s'appelle R Commander, et qui permet en fait de rendre le logiciel, comme on dit, clic bouton. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des menus apparaître. Vous allez avoir des menus apparaître en haut de l'écran avec, voilà, avec un menu pour importer les données, des fichiers Excel, des fichiers CSV, quel test vous voulez utiliser, quelle modélisation vous voulez faire, quel graphique vous voulez employer. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça aide un petit peu à l'utilisation de de ce type de logiciel lorsqu'on n'a pas vraiment une fibre de programmeur. Voilà, parce que vous venez de la biologie, vous venez de la médecine. Ce qu'il faut savoir quand on utilise ce genre de logiciel-là, c'est il faut avoir trois autres compétences, en fait. C'est des compétences en programmation, et vous allez vite comprendre pourquoi lorsque je vais vous montrer mes exemples. Il faut des compétences en statistique aussi, quelque part. Il faut avoir des connaissances, déjà, certaines connaissances en statistique, mais aussi, il faut aussi des connaissances en, en base de données. Euh, et ça aussi, je vais montrer pourquoi il en faut aussi à ce niveau-là. Euh, Virginia, est-ce que du coup, vous voyez bien l'écran qui est sous les yeux là? C'est bon. J'ai essayé d'agrandir au mieux l'écran. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert RStudio. RStudio, c'est un logiciel qui est basé sur R, qui se base du moteur du programme R, et qui est quand même un peu mieux agencé. Pourquoi? Parce que on a ici simplement une fenêtre avec euh, ce qu'on appelle ici un script, ici qui s'appelle 1-calcul, où on met toutes nos notes, tous nos calculs, tout ce que l'on souhaite faire. Dessous, on a la console, donc c'était le méchant écran blanc, pas très esthétique qu'on avait vu précédemment avec le logiciel R. Et à droite, vous avez les différents objets qui existent, qui ont été pris, qui sont un peu enregistrés dans mon logiciel, là, pour le moment, et que je vais effacer d'ailleurs. Et puis ici, en bas à gauche, en fait, c'est une autre fenêtre, c'est encore une autre fenêtre qui peut servir à plusieurs choses. On en voit ici un peu tous les fichiers qui existent dans le dossier dans lequel je travaille. Donc, voilà, ça permet un petit peu d'avoir une vision un peu plus d'ensemble, un peu plus, on va dire, professionnelle, j'ai envie de dire, un peu plus pratique euh, de tout ce que l'on a. Et dans cet encadré ici, on verra aussi que l'on peut faire des plots dans les graphiques. Il y a deux différents packages. Donc, en fait, les packages, ce sont les différentes librairies qui ont été développées sous R et que l'on souhaite utiliser. Il y a aussi l'aide. Donc, voilà, lorsque vous voulez utiliser une commande et vous ne savez pas comment l'utiliser, ben, les aides sur R, elles sont très, très bien documentées. Ils expliquent très, très bien. Je montrerai un exemple. Euh, comment on peut utiliser les commandes. Puis, il y a pas mal d'exemples aussi qui sont utilisés dans ces aides. Hein, donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et donc là, j'ai séquencé en fait cette partie, on va dire, studio, on va dire, en 5 temps. Et pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce type de logiciel. Et ça va être vraiment du plus simple au plus complexe. Tout en tenant compte aussi de la partie un peu graphique.
Donc ici, simplement, donc voilà, avec ce type de logiciel, enfin, voilà, on peut faire des calculs très simples, des calculs qu'on peut faire avec une calculatrice de base. On peut dire voilà, 2 plus 2, voilà, 2 plus 2, ça fait 4, 2 fois 3, 6. Ici, l'accent circonflexe, pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie en fait l'exposant. Donc l'exposant 3, 8, c'est un type de calcul. On peut complexifier. Donc ensuite, on peut faire d'autres calculs un peu type calculateur, sur les calculatrices. Donc SQRT, en fait, c'est pour racine carrée. Donc, racine carrée de 254. Voilà, on obtient ce résultat. Logarithme de base 2 de 16, 4. Bah oui, forcément, 4 au carré, ça fait 16. Exponentielle de 6, 103, et calcul décimal. Donc voilà, déjà, ça c'est le calcul simple. R aussi permet aussi de faire des calculs, bon, on va dire plus complexes forcément, mais de faire des chaînes de calcul quelque part. Par exemple, ici, je vais créer ce qu'on appelle un vecteur. Ce vecteur, il y a le chiffre de 5, 10, moins 35. Donc, quand je réécris test, donc voilà, j'ai mes séries de chiffres qui sont là. Là, tout de suite, quand je fais mon objet multiplié par 2, il va multiplier tout de suite mes chiffres, les chiffres que j'avais dans mon vecteur par 2. Donc, ça permet tout de suite de faire des calculs beaucoup plus rapides. Voilà, on peut faire un petit peu les calculs que l'on souhaiterait. Donc, et puis ensuite, une fois qu'on passe à l'étape vecteur, donc là, ça fait effectivement, ça fait un peu dans des rappels de mathématiques, on va dire, type lycée ou un peu l'université. On peut faire aussi des calculs matriciels. Donc là, on a des choses qui sont beaucoup plus poussés. Je vous passe un petit peu sur les commandes. En fait, le but ici, c'est simplement créer une toute petite matrice de dimension 2 par 2. On peut faire ce qu'on veut comme une matrice, je précise. Donc là, j'écris une matrice A, une matrice B, simplement. Et pareil, on peut faire des calculs dans des univers ici qui ont 2 dimensions. Ici, une addition, ici, une multiplication, et ici, un vrai produit matriciel. C'est-à-dire que normalement, si on a qui se rappellent comment on réalise des calculs matriciels en terminale ou autre, ben voilà, vous en avez ici en exemple. Et pourquoi en fait j'en viens là? Parce que dans de nombreux tests statistiques qui sont utilisés, ou de modélisation statistique, euh, tout ce qui est matriciel, tout ce qui est aussi algèbre linéaire, c'est un terme mathématique qui peut paraître un peu barbare, font partie un petit peu des fondements des calculs des tests statistiques. Bon, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais bon, voilà, on est obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là et même des calculs intégrales pour qui sont utilisés au sein de modélisation. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses que vous ne voyez pas. C'est comme quand lorsque vous utilisez une application, ce qui vous intéresse juste, c'est savoir comment l'utiliser, bien l'utiliser, et tous les codes, les algorithmes, de calcul qui sont derrière. Voilà, pas obligé de les connaître pour savoir comment les utiliser. Voilà, c'est pareil. Ce que l'on peut faire aussi avec ce type de logiciel, et là, c'est un peu pour montrer qu'il faut avoir une certaine fibre en termes de programmation, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer un vecteur, non pas avec des chiffres cette fois, mais avec des caractères. Donc voilà, ça fait un petit peu les lettres qu'on voit un petit peu chez l'ophtalmologue. Ici, combien de lettres l'on a? Il y a une commande qui permet de dire quelle est la longueur de notre vecteur. Et on peut faire ce qu'on appelle ici déjà dans le premier temps, ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, à chaque autant de fois ici, autant de fois qu'il y a de lettres, bah, on va multiplier ici, on va on va nous dire combien de lettres il y a.
quelle lettre, enfin, quel est le numéro de la lettre qui va être utilisé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5. Ici, ce que je demande simplement, c'est quelle est, pour chaque lettre, qui va de 1, 2, 3, 4, 5, quelle est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc là, il m'affiche toutes les lettres au fur et à mesure. Ici, je fais un autre calcul. Donc ici, je multiplie le numéro de la lettre par 3. Donc, on va de 1 à 5. Tout de suite, il fait un calcul en multipliant par 3. Pourquoi je montre ça? Parce qu'en fait, par exemple, lorsqu'on veut analyser certains types de données, par exemple, on veut analyser la présence ou l'absence d'un gène, et qu'on a plusieurs analyses un peu répétées à faire, ben, des fois, utiliser des boucles comme ça permet d'aller plus vite plutôt que de, à chaque fois, faire un copier-coller du code que l'on a écrit, euh, au risque de faire des erreurs hein, de copier-coller ou de retranscription. On peut faire des boucles qui permettent de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite. Donc, voilà, niveau reproductibilité des résultats, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça permet d'alléger un petit peu tout ce que l'on fait et d'aller beaucoup plus vite. Il existe aussi d'autres types de commandes qui font appel à des boucles, mais qui permettent de faire des calculs un petit peu, comme on dit, en parallèle, et qui permettent de gagner beaucoup de temps. Ici, par exemple, voilà, ici j'ai créé une espèce de matrice avec deux colonnes et 8 lignes. On a on a une colonne X1, une colonne X2. Ça, je montre un petit peu ça. Mais là, on arrive un petit peu plus dans ce on va arriver dans l'analyse de données. Donc, on a X1 avec que des valeurs qui sont égales à 3, et puis ensuite, on a X2, il y a des valeurs qui vont de 1 à 5. Mais il existe en fait des commandes qui s'appellent, par exemple, apply et supply. Apply, vous n'êtes pas obligé de connaître quoi elles servent exactement. Mais par exemple, ici, plutôt que faire des boucles, avec cette commande, simplement, ici, je dis simplement, avec notre objet qui s'appelle X, avec les deux colonnes X1, X2, etc., on va sommer nos colonnes tout de suite, directement. Donc ici, le 2, ici, l'objet en induction, 2 ici, ça signifie qu'en fait, on fera le calcul en colonne, et le 1, ça va être en ligne. Ça, il faut le savoir, c'est des choses que les utilisateurs de R le savent, mais voilà, simplement ici, la somme est la même pour chaque colonne. Et pour chaque ligne, ABCD jusqu'à H. Non, vous pouvez vérifier vous-même. Donc voilà, ici 3 plus 4 plus 1, on a 7. 3 plus 3, on a 6. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire. Ici, tout à l'heure, j'avais dit, voilà, la deuxième, dont j'ai dit quand je code 2, ici, c'est la colonne, 1, c'est la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans des objets à 2 dimensions, comme on a vu. Il y a une longueur, une largeur. Ici, il y a des colonnes et des lignes. Ici, les lignes, c'est ce qui correspond, lorsqu'ici je mets une crochette, c'est le premier objet, c'est le premier élément qui est entre les crochets. La colonne, c'est le deuxième. Ici, par exemple, vous voyez dans X, j'ai envie de prendre la deuxième ligne avec la deuxième colonne, c'est censé être la valeur 3, parce que c'est la valeur 3. J'ai envie de prendre la 8e ligne de la deuxième colonne. Donc j'en étais où? Donc ici, voilà. Donc ici, on en arrive un petit peu déjà à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent ça donne un petit peu certaines indications sur comment manipuler, comment rechercher des données dans un objet. Ici, mon objet s'appelle X.
mais on verra après qu'en fait, on pourra lui donner un nom comme, je sais pas, une base de données simplement. Et ça pourrait être des bases de données beaucoup plus fouillées, beaucoup plus complexes. Et en fait, ça sera en fait vos bases de données que vous exploiterez, vous aurez mis le point sur Excel et que vous importerez sur ce logiciel, sur des logiciels de statistiques. Alors, on a vu qu'on pouvait faire des boucles, on a vu qu'on pouvait faire des calculs assez rapides et immédiats au niveau de certains types d'objets. On peut faire ici ce qu'on appelle aussi des fonctions. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez créer votre propre macro ou votre propre programme sous R. Ici, simplement, j'ai créé un programme qui s'appelle cherche. Et ici, j'ai créé un programme qui s'appelle cherche. Je dis, ben voilà, euh, X avec la xème valeur de mon vecteur série. Bon, après, voilà, c'est juste, vous n'êtes pas obligé de savoir comment programmer, mais c'est juste pour montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec R. Donc ici, par exemple, ici, je cherche la deuxième valeur de mon vecteur série, qui est composé de la lettre A, du chiffre 5, du caractère 5. Là, il y a une différence entre les deux. Là. Ici, on est sur un chiffre, donc une donnée qui est numérique, ici, on est sur une donnée qui est caractère. Donc alpha, 165, j'ai mis un peu n'importe quoi. Ici, quand je lui dis cherche la deuxième valeur de mon vecteur, j'ai fait en sorte de faire une jolie phrase, le deuxième élément du vecteur, L5. Voilà. Ici, la huitième, pas de requête possible. Ah bah oui, il n'y a pas 8 valeurs dans ma série, donc j'ai bien pensé à dire, voilà, si on cherche une valeur qui est plus élevée que la longueur de mon vecteur, ça sert à rien de chercher. Et voilà, et tout ce que voilà. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont très, très basiques, mais qui sont amenées à être beaucoup plus, des fois, beaucoup plus complexes. Hein. Quand on fait les biostatistiques, comme je disais, il faut faire des analyses de gènes, où on peut tout de suite demander de faire une modélisation spécifique, de mettre en forme ces résultats, de présenter aussi, de créer tout de suite un graphique avec, en faisant des boucles, en faisant des fonctions. Il est tout à fait possible de rendre des analyses beaucoup plus rapides dès lors qu'il y a des reproductions à faire. Et du coup, de gagner du temps. Aussi, mais j'ai bien ça rapidement, il existe aussi un package qui s'appelle AirShiny. AirShiny, alors, je ne maîtrise pas, mais je ne le montre pas. C'est un package qui permet de créer des programmes sous R qui peuvent être utilisés sur des sites web, de faire des animations, des graphiques, du genre de choses. On peut faire énormément de choses avec cette application. Et ça permet un petit peu de sortir un petit peu de cet environnement-là, oui, qui est pas qui est pas évident non plus à maîtriser, qui peut faire un peu mal à la tête. Et ben, voilà, ça permet à des gens qui connaissent Square de faire des programmes et tout, que pour des gens qui ne maîtrisent pas le logiciel puissent l'utiliser simplement par rapport et aboutir à des graphiques, ce genre de choses, etc. Tout de suite, sans qu'il ait besoin de programmer Square. Voilà. Une autre chose qu'on peut le faire aussi avec R, hein, qui souvent on n'y pense pas, et peut-être aussi avec ça, s'il me semble, c'est pouvoir utiliser des chaînes de caractères. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Ici, on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des caractères genre ABCD, on peut utiliser aussi des caractères qui sont des mots ou des phrases. Ici, donc j'ai juste mis des mots, je commence souvent par che. Et il existe des commandes sur R qui permettent de dire, ben voilà, ici, dis-moi quel est combien tiennent le mot dans le vecteur ici, qui s'appelle chaîne, où il y a che, donc tout simplement. Le 1, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ici, je lui dis, bah, précise-moi un petit peu le mot, je ne m'en rappelle plus. Il va me les réécrire. Vous remarquerez qu'il n'a pas écrit le chien avec majuscule. Pourquoi?
ben, un simple R les logiciels de statistiques sont comment dire, sont très sensibles au type de caractère. Si c'est un caractère qui est majuscule ou minuscule, il va considérer que ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que lorsque vous exploiterez des données avec ce type de logiciel, si vous écrivez chaud, froid ou tiède, tantôt en majuscule, tantôt en minuscule, vous écrivez que juste la première lettre en majuscule chaud, avec une fois, une autre fois avec le mot chaud avec une lettre minuscule, il va considérer que ce sont deux choses complètement différentes. Donc voilà, il faut bien être prudent là-dessus. Mais ici, voilà, quand je tape chien, quand je demande avec le CH en majuscule, il va reconnaître le mot chien qui est écrit en tout à fait en lettres capitales. Là, il faut connaître un peu, mais voilà. Ici, c'est quand je lui demande à la fois les lettres majuscules et minuscules. Là, il va me faire toute la chaîne. Là, c'est une autre commande qui permet de me dire, ben voilà, est-ce qu'il existe un mot là, il va me dire est-ce qu'il existe un mot dans ma chaîne de caractères avec écrit CH en majuscule. Il va me dire oui au niveau de la cinquième. Là, on est vraiment dans une autre façon d'amener la chose. Et ce qu'on peut faire aussi, simplement, ce qui permet aussi un petit peu, quelque part, de traiter les données euh, lorsqu'on va commencer, avant de les analyser, c'est qu'ici, par exemple, dans ma chaîne de caractères, je vais remplacer les che par les lettres BR. Donc, ça ne veut plus rien dire forcément, mais c'est pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire aussi derrière. Ici, on a d'autres codes. Il existe des tas de commandes justement pour manipuler les chaînes de caractères. Et j'en montre juste quelques exemples. Ici, j'ai dit, on met tout en minuscule. Ici, je mets tout en minuscule. Voilà. C'est juste quelques exemples, mais c'est juste pour montrer que, voilà, une fois, lorsque lorsque vous voulez analyser des données qui sont des catégories, des gènes, des noms de gènes, etc., des choses qui sont pas été forcément très bien remplies sur Excel, etc., vous pouvez toujours les remanipuler, les recoder sur R pour pouvoir les utiliser, les exploiter derrière. Des noms de catégories, euh, des grades, des noms de maladies, si on avait certaines dont l'orthographe n'était pas forcément très bonne, bah, vous pouvez toujours les corriger aussi directement avec R. Donc là, c'était un petit point. Là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus. On arrive un petit peu, on va dire, quelque part dans ce qui peut-être qui vous intéresse. Donc, c'est un peu plus des tests statistiques. Donc, avec R, comme je l'ai dit, on peut faire tous les tests statistiques possibles, je pense. Euh, Ici, je viens de créer je viens de créer de manière artificielle une variable, donc une non variable, où j'ai dit, bon, voilà, on va créer une cinquantaine de valeurs, dont la moyenne est de 78 et l'écart type ici de 12. Donc, simplement pour montrer les données, toutes les analyses descriptives maintenant que l'on peut faire avec R. Je tape la moyenne, je demande de calculer la moyenne. On n'est pas tout à fait à 178, mais c'est normal. C'est vraiment une création d'une chaîne aléatoire. L'écart type, bon, c'est pas tout à fait 12, mais c'est pas grave. C'est quand même bien essayé. Médiane. Les ranges sont les valeurs extrêmement. Nos vecteurs. Vous voyez bien que c'est la valeur minimum qui était générée, c'est 147 et quelques décimales, et que la valeur maximum, c'est un peu plus de 200. En effet, lorsque je range mes données dans l'ordre, avec la commande qui s'appelle sort ici, ben voilà, on voit bien que la première qui apparaît, c'est 147, et c'est la dernière qui apparaît, c'est 200. Je veux juste lui demander de calculer le minimum. Voilà, oui, 147. Ici, un calcul qui est intéressant, qu'on utilise souvent pour faire les statistiques, c'est quand on calcule les trois premiers ou troisième quartiles. Ici, je veux calculer, c'est simple, en fait.
simple façon de parler. Comment on les calcule, comment on génère ça avec cette commande qui est là. Donc, on va dire, ben voilà, quelle est la valeur qui se trouve à 25% de la distribution, quelle est la valeur qui se situe à 75% de la distribution, la même partie. Il existe aussi une commande qui permet de faire ça de manière beaucoup plus simple. Excusez-moi, Oui, on a oui, juste une question et oui, c'est normal. Et Stéphane vous oui, montre les logiciels. C'est pour ça que oui, vous n'avez pas un diaporama en fait. Il vous oui, montre voilà. les logiciels. Comment vous pouvez utiliser le logiciel. Oui, voilà, c'est exactement, oui, c'est faire un diaporama, faire un diaporama, je peux pas être interactif, je peux pas montrer des choses qui sont un petit peu en live comme ça. Donc ici, on peut faire des tests statistiques simples. Donc ici, ben, le fameux t-test, le test T, le test de student, voilà, le fameux test pour comparer T moyennes. Euh, Ici, je compare simplement une distribution qui des données qui vont de 1 à 10. Si quand je fais de 1 2.10, ça veut dire, ben voilà, on a donné un 10. Si je vais de 7 à 20, voilà. Ici, le test intéressant, il m'indique tout de suite, ben voilà, la valeur de la statistique, le degré de liberté, la valeur de la p-value, qui est significative. Il calcule aussi les moyennes, enfin, voilà, il donne toutes sortes d'informations. Ici, lorsque je tape point d'interrogation nom du test, vous verrez, ben justement, dans la boîte de dialogue, dans l'encart qui se trouve à droite, vous verrez ben, toute l'aide qui correspond au niveau du test. Ça explique ben, voilà, quels sont les différents paramètres que l'on rentre dans le test. Enfin, ce qui s'appelle argument aussi. Comment les entrer, comment les exploiter, comment les utiliser. Intervalle de confiance, formule, ici variable, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a homocédécité ou pas. Est-ce que ce sont des données qui sont appariées? Donc, dans ce cas-là, vous me direz ce que c'est, vous direz perdre, est-ce que c'est vrai ou faux, etc. Quelles sont les valeurs qui ressortent ici dans le paragraphe value? C'est ce qu'on a vu ici. Voilà, la valeur de la statistique, la valeur de la statisticité, la valeur de la p-value, etc., etc. Et puis les exemples possibles. Enfin, celui que je viens de faire, typiquement, qui est là. J'ai copié ici. Donc voilà, ça permet de s'entraîner, de comprendre comment fonctionnent les commandes, etc. Si vous êtes un peu perdu, très honnêtement, les aides sur place sont très, très, très bien faites. Ici, c'est notre façon d'utiliser. Ici, c'est une autre commande qui s'appelle le test de Wilcoxon. Donc, c'est la version non paramétrique du test de student. C'est juste pour montrer un exemple. Donc, ici, c'est une base de données qui s'appelle qualité de l'air. Ici, on voulait comparer la valeur de zone en fonction de chaque mois. C'est ça que ça veut dire. Mais bon, théoriquement, un brique ne peut pas marcher, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, c'est simplement la version paramétrique. Mais voilà, si j'utilise ce test avec les mêmes arguments que j'ai rentrés tout à l'heure pour le test T, il va quand même me faire mon test de Wilcoxon ici. C'est plutôt un test de McWhitney parce qu'en fait, il utilise deux variables. Et donc, ce qui est possible aussi de faire aussi, ben, des calculs, ben, vous avez entendu parler d'ANOVA, vous avez entendu parler des tests de plus calculise peut-être. Donc ici, c'est quand on compare des groupes, un des groupes qui est supérieur à l'autre. Ici, je voulais juste montrer, voilà, est-ce que les valeurs de la variable qui s'appelle SR ici diffèrent en fonction des groupes qui s'appellent population 15. Ici, ben oui, là, c'est le test significatif, oui, le test significatif, donc il y a bien donc, un possible effet de la population sur ma variable qui s'appelle SR. Donc ça, c'est mon là. On a aussi nos fameux tests de corrélation. Donc ici, est-ce qu'il y a une corrélation entre nos deux variables? Oui. Et vous remarquerez d'ailleurs que le p-value est identique, mais qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est voilà, c'est qu'on a la valeur de corrélation qui donne ici. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle dans notre cas de figure, on a des variables qui sont des variables ici qui étaient des variables continues.
ce que je vais analyser. Donc, c'est des variables comme l'âge, bah voilà, l'âge du patient, le poids, la l'hémoglobine, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle des variables qui sont qualitatives ou catégorielles. Donc, en fait, simplement, c'est des variables qui ne sont pas numériques, en fait, simplement. Donc, qui sont des catégories. Ça peut être du oui, non. Ça peut être des variables aussi, ce qu'on appelle discrètes, hein. C'est-à-dire le grade d'une maladie, 1, 2, 3, 4. C'est effectivement, ces données sont chiffrées, mais c'est ce qu'on appelle une catégorie. Ici, simplement, ce que l'on peut faire, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est de pouvoir montrer, donc ici, que l'on peut, ici, j'écris un objet qui s'appelle DF, donc avec une colonne qui s'appelle X, une colonne qui s'appelle Y. Bah, c'est A, B, X, c'est soit A, B, soit Y, c'est une température. Ici, avec la commande qui s'appelle table, table, il va simplement me dire, bah, voilà, combien j'ai de A, combien j'ai de B, j'ai 5 A, j'ai 4 B. Pour Y, pareil, j'ai 3 chauds, 3 froids, 3 tièdes. Ici, j'ai une commande qui permet, par exemple, tout de suite de dire voilà, quelle est la proportion euh, de A et de B. On peut calculer des pourcentages en ligne, en colonne. Et ça, tout de suite, on voit ce qui peut être réalisé pour pouvoir décrire ce type de données qualitatives. Ce sont des choses, dans tous les cas, qui vont servir, la description de données continues, description de données qualitatives, c'est ce qui va servir, en tout cas, pour faire des analyses descriptives derrière. Parce que ces analyses descriptives des données, c'est vraiment donner un petit peu une photographie, un petit peu la carte d'identité des données que vous allez exploiter. Et ça, il faut le faire systématiquement. Et pour pouvoir, toujours dans un souci de reproductibilité des données, c'est de se dire, bah voilà, si jamais vous essayez de faire la même expérience qu'une autre publication et que vous ne trouvez peut-être pas forcément les mêmes résultats, et voilà, est-ce que la population que j'ai analysée est la même que celle que mon confrère ou ma consoeur? Des fois, c'est pas forcément la même. Donc, toujours savoir bien euh, décrire les données. Et ça, on le verra après dans la deuxième partie. Donc ici, j'ai créé ici encore une autre table qui s'appelle, l'objet s'appelle M. Vous voulez voir simplement, voilà, quel était l'effectif d'hommes et de femmes, de démocrates, d'indépendants, de républicains. Est-ce que, voilà, en faisant un test de Ki2, est-ce qu'il y a une association statistique entre le sexe et ici la mouvance politique? Donc, le test de Ki2, c'est ce qui répond en général à ce genre d'analyse. La p-value, ben, ici, voilà, très bien. En fait, elle est très significative, en fait. Quand c'est marqué E, moins 0,7, en fait, c'est qu'on est vraiment dans les décimales. Voilà, on est au niveau de la 7e décimale, hein. Donc, voilà, on est vraiment bien en deçà des 5% de p-value, le fameux sacro-saint seuil de 5%. Ici, on peut faire des tests de Ki2, mais on peut faire aussi des tests de Fisher. Donc, les tests de Fisher, c'est un peu dans le même esprit aussi. On étudie l'association entre deux variables, mais avec une autre façon de calculer. On calcule aussi ce qu'on appelle la mix ratio. Donc, qui est une valeur de cote, le risque. Et aussi, ben, ce qui est plus important aussi, on fait des tests statistiques, mais on fait aussi ce qu'on appelle des régressions, des modélisations. C'est-à-dire qu'en gros, avec R, vous pouvez faire des modèles linéaires, des modèles linéaires généralisés, des modèles linéaires généralisés mixtes. Mixte, c'est lorsqu'on utilise une variable, on considère que l'effet est aléatoire. Qu'est-ce qu'un effet qu'on considère aléatoire? C'est un effet, donc vous ne pouvez pas vraiment hiérarchiser d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous voulez utiliser une variable qui est, par exemple, une variable individu, vous faites des données répétées, il y a une variable individu qui est répétée 10 fois. Vous voulez tenir compte de l'effet individu. Vous ne pouvez pas dire, ah, tiens, tel individu va me servir de référence, un peu comme il y a chaud, froid, tiède. Donc, tiens, je vais prendre la valeur chaud comme référence. On ne va pas dire, bah voilà, mon chien numéro 5, c'est lui qui va me servir de témoin et on va comparer tous les autres par rapport à celui-là. On ne peut pas. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle, on va dire, voilà, cette variable va avoir un effet aléatoire, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'effet de l'animal, l'effet de l'individu, mais on ne peut pas réellement le quantifier. Mais en tout cas, on peut le tenir compte.
Et on peut faire des régressions de poissons, on peut faire des régressions logistiques, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise des données qui sont binaires, 0, 1, oui, non, vrai, faux, etc. Absence, présence. On peut faire des choses beaucoup plus complexes, des analyses de survie, des analyses, ce qu'on appelle aussi de risque compétitif. Et je pense qu'on fait encore, je ne vais pas faire tout le panel, mais voilà, on peut faire énormément de choses en termes de modélisation. Ici, je vais juste montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Ici, j'ai créé une variable de poids, j'ai créé une variable groupe. Est-ce que c'est un groupe contrôle, est-ce que c'est un groupe traitement, par exemple. J'ai créé d'autres variables aussi. Une variable qui s'appelle variable avec des A et des B, ça peut être n'importe quoi. Une variable qui s'appelle niveau. Et cette fois, il y a pas de niveau, mais il y en a trois, c'est high, low, intermédiaire. Donc ici, ce qu'on appelle une régression linéaire. Donc vous avez la valeur d'intercept, qu'est-ce qu'il y a la valeur de l'effet de traitement. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle des modèles multivariés. C'est-à-dire que vous ne mettez pas qu'une seule variable dans l'équation, mais vous en mettez plusieurs. S'il y a groupe, variable, niveau. Donc là, tout de suite, vous augmentez encore d'un cran l'analyse. Ici, j'ai créé une autre variable pour juste montrer un exemple ici qu'on est dans une régression linéaire. J'ai utilisé une variable réponse qui s'appelle binaire. C'est du 0 et du 1, simplement. Et ici, voilà. On utilise donc du coup la commande summary et ln, donc ln pour linéaire modèle, qui permet effectivement de faire des analyses modèle linéaire. Je disais tout à l'heure, hein, donc il y a beaucoup de choses qui permettent un petit peu de encore complexifier les analyses. Donc ici, il y a une librairie qui s'appelle LMERTest qui permet d'étudier les variables d'effet aléatoires. La librairie Survival qui permet d'utiliser les modèles de Cox pour faire de la survie, les courbes de Kepler-Meyer, très important en analyse de survie. Les analyses en risque compétitif. Et on peut faire aussi, et encore beaucoup d'autres choses. On peut utiliser aussi des outils de machine learning, ce qu'on appelle aussi un peu l'intelligence artificielle. Je ne vais pas y venir dessus, mais voilà, on peut faire des réseaux de neurones, on peut faire des arbres, on peut faire ce qu'on appelle le clustering, des analyses en composantes principales. Voilà, toute une panoplie de tests qu'on utilise de plus en plus voilà, pour faire ce qu'on appelle du machine learning, l'intelligence artificielle, même si ce sont des données, même si l'intelligence artificielle, c'est un petit peu, je vais dire, pas un peu surfait, mais voilà, on en arrive déjà aussi avec R à aller jusque-là. Et ensuite, j'en arrive un petit peu à un point qui est assez important, c'est pouvoir justement analyser vos données. Donc là, on arrive vraiment, une fois qu'on arrive qu'on a vu un petit peu ce que l'on peut faire, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, vous, effectivement, c'est de pouvoir analyser vos bases de données. Donc, vous avez une base de données qui est un fichier Excel, hein, principalement, et nous, c'est une fois très bien parce qu'on fait des VS4. Ça peut être du format CSV aussi, c'est entre le format texte et le format Excel. Mais bon, le format Excel, c'est très bien. Moi, j'utilise une librairie qui s'appelle R2Excel qui permet de convertir le fichier Excel en format R directement. Simplement, ici, je peux me dire où trouver mon fichier sur mon ordinateur. Et avec la commande qui s'appelle read.xlsx, là, je vais pouvoir lire mon fichier, qui est une base de données toute simple, et que j'ai déjà exploité, donc j'ai le droit de la montrer. Donc la base de données, c'est ce qu'on appelle une data frame. Data frame, quand on voit ce que c'est. C'est notre base de données. Donc ici, il y a le numéro du patient, les initiales, le numéro d'inclusion, le sexe, la date de naissance, la date de diagnostic, l'âge, etc. En fait, on retrouve le format et les données qui ont été importées depuis notre format Excel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut, avec le logiciel R, donc je n'ai pas d'exemple typique là sous la main, mais on peut lire aussi des bases SQL et des bases Access. Donc c'est un peu plus complexe,
Mais c'est aussi possible de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une base Access qui est, où il y a plusieurs bases de données qui existent au sein de, de votre programme, de votre document. Vous pouvez le faire. Vous avez une base SQL, ce qui est pas mal utilisé aussi lorsqu'on fait du recueil de données. Vous pouvez aussi les lire, les exploiter directement sur R. Et donc voilà, donc ce que l'on peut faire aussi donc avec nos fameuses data frames, donc une fois qu'on ce qu'on appelle une base de données, bah, vous pouvez ici regarder, avoir toutes les informations possibles sur votre base, quels sont les numéros de colonnes. Si la commande aide permet de tout de suite voir votre base de données, les 5-6 premières lignes. La commande de summary permet de voir, d'avoir tout de suite une indication sur le descriptif de la donnée, voilà, quelles sont les personnes qui sont de sexe féminin, quelles sont les personnes de sexe masculin. Ici, bah voilà, quelles sont les personnes qui ont un risque bas, élevé ou intermédiaire. Tout de suite, on peut voir aussi quelle est la moyenne ou la médiane d'âge. Enfin voilà, ça permet tout de suite d'aller un peu dans le vif du sujet. Ici, on a 2 dimensions dans la base, la colonne et ligne. Mais combien en a-t-il? J'ai 218 lignes, j'ai 15 colonnes. Ici, je lui demande le nombre de lignes. Oui, bah, c'est la même chose, on a des colonnes. View, bah, si je l'ai montré tout à l'heure, ça permet de voir la base, mais on ne peut pas la modifier. On ne peut pas la modifier directement de cette manière-là. Si on peut modifier la base que l'on vient d'importer, mais euh, directement sur la. Ici, je regarde quelle est la valeur de la 10e ligne et de la 4e colonne. C'est de la valeur 242. Donc, une fois qu'on a les variables en présence, on a la variable qui s'appelle sexe. Donc, on peut l'appeler de différentes manières. Avec, le dollar. Le dollar, c'est pas d'appuyer de dire, ben voilà, c'est la base, le dollar, le nombre de colonnes qu'on recherche. On peut le faire aussi de cette manière-là, avec des différents crochets, en appelant directement le nom de la colonne. Quelle est la 10e valeur de la colonne sexe? C'était un homme. On peut voir aussi ce qu'on appelle la classe de notre valeur, c'est-à-dire est-ce que c'est un facteur, donc est-ce que c'est une variable, est-ce que c'est une donnée catégorielle, une donnée continue. Si la variable, l'âge, c'est une donnée numérique, c'est une donnée continue. Voilà. La nature des variables, voilà, c'est toujours important de le savoir. On peut aussi on peut aussi créer des nouvelles colonnes. Ici, j'ai envie de créer une colonne qui s'appelle âge catégorie, en découpant en découpant suivant, ben voilà, est-ce qu'ils ont entre 18 et 40, 40 et 65, 65 et 50. Il a créé une nouvelle colonne sur la base de l'âge. Donc, je reviens pas trop là-dessus, mais voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner, par exemple, aussi, dans notre base de données, quels sont les patients qui ont un âge inférieur à 50 ans. Donc là, tout de suite, je vais avoir tout de suite une sous-population de patients qui ont moins de 50 ans. Est-ce que c'est le cas? Voilà, c'est pas forcément la meilleure manière d'utiliser. C'est celle-là. Bah, voilà. On voit bien que c'est tous les patients qui ont plus de 50 ans. Très bien. Ici, je demande ceux qui ont plus de 50 ans, mais en sélectionnant typiquement uniquement les colonnes, ben voilà, le diagnostic, le sexe et la date de naissance. Tout ce genre de choses, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. On peut ajouter des colonnes supplémentaires. Ici, simplement, j'ai créé des variables de manière un peu artificielle en plus. On peut les ajouter à notre base de données. Voilà, là, c'est notre base de données, comme on l'avait vu. J'avais créé la rage catégorie, et bien se rajoute à la fin. À chaque fois, voilà, elles se rajoutent à la fin, les nouvelles variables que l'on ajoute. Ici, variable 1, variable 2 que je viens de créer artificiellement sont là. Ici, il y a une commande qui s'appelle merge. Merge, elle est super importante parce que elle, si par exemple vous avez deux, trois bases de données différentes, deux, trois bases de données Excel différentes et que vous souhaitez les réassembler, sachant que dans certaines bases, par exemple, vous avez des identifiants de patients qui sont pas, comment dire, placés dans le même ordre.
Merge, c'est elle qui va vraiment vous permettre de pouvoir classer vos variables correctement. Donc ici, typiquement, j'écris en variable artificielle où j'ai mon numéro de patient, mais qui n'est pas classé de la même manière, pas dans le même ordre que dans ma base de patients initiale. C'est sûr que si j'assemble les deux bases de données l'une après l'autre, bah, les variables 3 et 4 que je viens de créer, ne vont pas correspondre aux bons patients de notre variable de base qu'on a importée. Donc ici, la variable, ici, la commande merge, on me dit, ben voilà, ici, ben voilà, c'est ma base de départ, qui s'appelle new base, sup, c'est ce que je viens de créer. Tu vas ici, ben, ici reclasser nos variables en fonction du nombre de patients correctement. C'est autre chose. Donc voilà, ici, il y a une commande ici, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on crée ses propres programmes aussi, c'est juste une information, quand on crée ses propres programmes, on peut écrire un script R directement avec ce programme en question, et on peut l'appeler avec la commande qui s'appelle source. Ici, j'ai fait un programme qui s'appelle descriptif, où je ne me suis pas embêté, enfin si, j'écris une commande qui permet tout de suite de présenter mes données descriptives sous forme de tableau Excel. À chaque fois que je veux l'appeler cette commande et pouvoir l'utiliser, je fais cela. Et on voit ici, dans l'encart qui est en haut à droite, ma commande descriptif est apparue. Et je vais pouvoir l'utiliser comme une fonction, comme petit test, willcox.test, etc. Je vais pouvoir l'utiliser de la même manière. Donc voilà un peu déjà ici ce qui était important aussi, c'est de vous montrer, voilà, tout ce qu'on peut faire avec R, tout ce que l'on peut faire lorsqu'on va coder avec R, une base de données, créer les nouvelles, nettoyer nos données, créer les nouvelles variables, assembler une nouvelle variable, vérifier que toutes les variables sont bien entre guillemets nettoyées, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, est-ce que tout à l'heure j'ai importé une variable qui s'appelle chaud, froid, tiède, est-ce que tout est bien en minuscule ou en majuscule pour qu'on aurait bien 3 catégories, par exemple. Donc, voilà, tout ça, c'est important de bien coder. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais de reproductibilité des résultats. C'est bien de pouvoir reproduire ces résultats, que notre résultat puisse être reproductible si d'autres personnes refont l'expérience, mais c'est encore plus important que lorsque vous lisez vos données et vous lisez vous codez ce que vous faites, c'est que vous puissiez tout de suite régénérer vos résultats à l'identique. Et que si jamais, par exemple, vous rendez compte que voilà, vous ajoutez 10 patients supplémentaires, vous n'avez plus qu'à relancer vos codes sur R et vous régénérez tout de suite vos résultats. Voilà. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que lorsqu'on travaille avec ce type de logiciel, il faut surtout pas travailler de manière brouillon. Ici, bon, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas très élaboré, mais comme vous le voyez, ici j'ai fait une sorte d'entête avec le nom, avec ce que je vais faire, des notes qui sont précisées avec un dièse. Et à chaque fois, il y a tout le processus de ce que je veux faire qui est indiqué. Ici, par exemple, ma base de données, elle s'appelle pas exemple, elle s'appelle autre chose. Je la modifie ici. Je veux rajouter des commandes supplémentaires ici. Ben voilà, ici, il y a table sexe. Ben voilà, si je veux changer le niveau de sexe, ben voilà, ici, il y a féminin, masculin. Je peux le faire ici. Voilà, ce qui fait que lorsque je vais créer des descriptifs ou ce genre de choses, des tables, ben voilà, c'est ça qui apparaîtra en fait directement. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est vrai que je rentre pas dans le détail de tout ça parce que comme je disais, ça demande quand même pas mal de connaissances et tout, de maîtrise de R, et c'est impossible de faire ça en R. Enfin, vraiment, moi, ça fait depuis 2008 que j'utilise le logiciel et j'apprends à découvrir des commandes encore maintenant. Voilà. Mais en fait, tout ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, lorsqu'on présente son travail, ici, vous avez vu, j'ai fait dans l'encart en bas à gauche, et c'est ce qu'on voit dans les noms des fichiers, c'est que là, j'ai fait un calcul, deux, commande boucle, trois, chaîne de caractères, quatre, stats et modélisation. Il est très important de séquencer son travail.
vous pouvez très bien faire, voilà, premier fichier R, que je code un peu dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est un, j'importe mon fichier. 2, je rappelle mon fichier et je vais commencer à, comment dire, à le nettoyer, etc., à faire une version clean et sélectionner les patients qui nous intéressent, ceux qui ont plus de 50 ans, etc. Et tout, parce que c'est eux que je vais étudier, par exemple. Et ensuite, 3, ben, tiens, 3, je vais faire mes tests, je vais faire mon descriptif de mes données. Sachant qu'il existe des packages, des librairies SUR qui permettent de directement générer, euh, pour aller plus vite, hein, c'est bien, le descriptif de vos patients. Alors, là, je vous montre les choses de manière très basique, comment les choses se sont passées, mais il existe des librairies qui permettent d'aller très vite et d'éviter de perdre du temps à tout taper sous R. Ça, je vous le rassure tout de suite. Euh, voilà, donc ensuite, voilà, quatrième script, voilà, présentation des résultats, parce qu'il est toujours possible aussi de les exporter en format Excel. Euh, avec j'ai utilisé les notamment. Et aussi, plus important aussi, on peut faire des graphiques. Donc, comme je disais, les graphiques, évitez de faire ça sous Excel, parce que si jamais vous êtes en train de faire un super graphique sur Excel et que vous rajoutez, modifiez des valeurs, ou des couleurs, ou un reviewer vous demande de faire un graphique, vous allez perdre un temps fou à recréer le graphique à l'identique, surtout si vous l'avez fait à la main. Ici c'est toujours important, avec l'objectif de logiciel, que ce soit R ou SAS, de pouvoir coder vos propres graphiques. Ici, par exemple, ici, je veux faire une présentation, présenter graphiquement une corrélation visuelle entre des graphiques. Donc, je passe sur le nom du graphique, le nom de la commande en question, mais je veux juste montrer qu'en codant quelque chose, vous pouvez avoir des choses qui sont très jolies. Ici, vous pouvez avoir un calcul de corrélation entre différentes variables, où on veut moins en rouge lorsqu'il y a corrélation négative, envers la corrélation positive, avec la valeur directement de la corrélation qui est dedans. Voilà, donc c'est possible de faire des choses comme ça sous R, c'est juste pour montrer toutes les possibilités. Avec le niveau de corrélation en plus en légende et tout, donc voilà, vous pouvez choisir les couleurs, le type de caractère, etc. Enfin, le fond, vous ajouter des fonds, enfin, vous pouvez mettre un fond gris si vous voulez, enfin, il y a énormément de possibilités que vous pouvez coder. Et que, ben voilà, si jamais vous modifiez vos données, vous corrigez quelque chose, vous retapez la commande de votre graphique, il va tout de suite le reproduire immédiatement. Voilà, donc c'est pour toujours dans un souci de reproductibilité de ses propres résultats, toujours coder correctement et de la manière moins brouillonne possible, même si bon, c'est pas toujours évident. Ici, je voulais juste créer un autre graphique. Ici, c'est simplement montrer, ben voilà, les différents points de couleur. Voilà, le déplacement en fonction de ces données qui sont un petit peu, qui sont déjà préexistantes dans certains packages. Faire des exemples. Où voilà, on a l'effectif qui se traduit graphiquement par la grosseur des points. On a des régressions linéaires, des droites, qui sont affichées aussi, de couleurs. Enfin, ici, c'est voilà, c'est pour montrer un petit peu les possibilités graphiques qu'on peut faire sur R. Et on peut aussi afficher des fonctions. Ici, on a une fonction, j'écris une fonction si la base de sinus exponentielle. Voilà, ça peut être du x au carré, tout simple. Hein. On peut faire des choses comme on faisait ici avec les calculatrices, 89, etc. C'est tout à fait possible de faire ça aussi sur la évidemment. Et je vais vous montrer aussi des exemples de graphiques que l'on peut faire, pas tellement pour montrer, voilà, on peut faire, pour montrer à la fois toutes les possibilités de ce qu'on peut faire, que tout est possible de faire avec R, presque. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle un forest plot, c'est-à-dire qu'on voilà, on essaie d'étudier l'effet d'une variable dans différents sous-groupes. Donc ici, on présente la ratio, un hazard ratio. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de graphique. Mais voilà, on situe le curseur dans une amélioration, une aggravation, du baisse de risque, etc. Suivant si on est un âge inférieur à 65 ans, un homme, une femme, etc. Voilà, on peut faire des graphiques comme ça, avec des chiffres à l'intérieur aussi.
et un petit peu d'éléments graphiques. Les fameux botsplots, une fameuse boîte à moustache. Ce qu'on appelle des sankey plots, en fait. Hein. Donc, on peut faire aussi cela de manière beaucoup plus jolie, peut-être que ce que je peux faire, mais c'est possible de faire des graphiques, voilà, où on voit les effectifs qui basculent, qui se transvasent dans une catégorie, dans un autre. C'est possible de faire ça de manière beaucoup plus complexe. Les histogrammes, c'est classique. Des cartes, tout à fait possible de faire des cartes. Donc ça, j'avoue, quand même, ce truc-là, ça va prendre beaucoup de temps à le faire, mais c'est possible. Les courbes d'incidence, donc ça, c'est assez classique, hein, l'incidence au cours du temps d'un risque ici de rechute ou de progression. Ici, c'est des effectifs qui augmentent de manière cumulée, avec la droite qui est orangée, avec les effectifs en histogramme. Voilà, les fameuses courbes, ce qu'on appelle les courbes de Roch. Une dernière, une petite courbe de survie. On étudiait effectivement ici la survie de patients suivant le type de greffe qu'ils avaient reçu. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, effectivement, et j'ai un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave. C'est voilà, tout montrer un petit peu toute la panoplie de ce qu'il était possible de faire avec, avec ce type de logiciel. Euh, donc voilà, et donc, comme je disais, les points clés importants, c'était alors oui, effectivement, c'est pas évident d'utiliser ce genre de logiciel, surtout lorsqu'il faut connaître les commandes, il faut savoir comment elles s'appellent, etc. Euh, Là, effectivement, il existe dans tous les cas des aides et tout, des formations, même des PDF sur Internet qui permettent effectivement d'entrer facilement dans ce type de logiciel. Il existe aussi des librairies qui permettent, une fois qu'on met, comme faire des descriptifs de patients, de présenter tout de suite les données. Par exemple, je fais une modélisation. Au lieu de QR, on sort tout de suite les analyses en brut. Il existe aussi des librairies qui permettent de tout de suite les transformer en odds ratio avec les intervalles de confiance et les p-values, des choses qui puissent tout de suite être transposables dans des publications. Ça, c'est possible de faire. Surtout qu'avec RStudio, on peut faire du LaTeX, on peut faire du PDF tout de suite aussi. Enfin, voilà. Et puis les graphiques que j'ai montrés. On peut transformer, on peut tout de suite, les résultats qu'on a obtenus, on peut les importer en format Excel, qui peuvent être tout de suite, voilà, avec les enfants, dans des communications, en format Word, etc. Voilà, si Virginia, tu vois une ou deux questions qui te semblent pertinentes, n'hésite pas. Et puis ensuite, je vais passer sur un cas d'étude, un cas de publication qui détaille très bien, on va dire, tout de suite comment faire la rédaction. Donc ici, on est sur le rein. Bon, après, c'est pas grave qu'on soit dans la neuro, l'hématologie, la dermatologie, l'ophtalmo, etc. Ce qui importe, c'est ce qui va se passer là. C'est que lorsque vous avez déjà vu des publications, voilà, on a fait l'abstract, le contexte de l'étude, les résultats, la conclusion. Il n'y est pas encore. Le plus important, lorsqu'on va commencer à faire une rédaction lorsqu'on traite les parties biostat, et lorsqu'on veut faire les biostats d'une manière générale, c'est déjà tout de suite, déjà la façon dont on décrit le design de l'étude et les patients qui vont être analysés, c'est ça qui vont déjà commencer à driver nos analyses. Parce que là, déjà, vous décrivez l'expérience. Quand vous décrivez, commencez à décrire l'expérience d'une étude, ça va déjà à donner une idée des variables que vous allez analyser. Déjà, quel type d'individus, des animaux, des humains, etc., des cellules peut-être. Quelles sont les caractéristiques des individus, des objets que vous avez utilisés, voilà, l'âge, l'âge, le sexe, le poids, etc. Toutes les variables d'intérêt d'une part. Le design va permettre aussi de voir quelles sont les variables que vous allez recueillir pour ces patients liés, ce qui est lié à votre expérience. Je sais pas, on va étudier un traitement, ce qui va être lié je sais pas, à l'anémie, etc. Donc l'anémie, donc on a le globule blanc, le globule rouge, pardon, que la moyenne. Donc voilà, on va utiliser tel traitement, on va mesurer
hématocrite, etc., l'onde de globules rouges, etc. C'est ça qui, voilà, c'est déjà une idée de ce que l'on va étudier. Et ce qui va aussi non plus, voilà, on peut étudier aussi la qualité de vie des patients, si vous le souhaitez, c'est ce qui est ici. Mais voilà, ici, ensuite, qu'est-ce qui va être le plus important aussi à analyser? C'est ce qu'on appelle votre variable réponse. Qu'est-ce que vous souhaitez observer? Ici, typiquement, c'était la survie. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être quelle est la variable qui va déterminer l'amélioration, on va dire, ou la dégradation, je ne sais pas, de l'état des individus. Euh, voilà, ça peut être, voilà, quelle est c'est l'outcome, c'est la variable réponse, c'est quelle est votre hypothèse? Voilà, j'ai un traitement, je veux le tester sur l'anémie. Mon hypothèse, c'est, voilà, de base, en statistique, ce qu'on appelle l'hypothèse. Il n'y a pas d'effet. Si c'est significatif, c'est-à-dire qu'il y en a rien. Mais voilà, ici, ce qui est très important, c'est que non seulement vous décrivez votre expérience, qu'est-ce que vous recueillez, comment recueillez vos variables, de quelle base de données aussi vous disposez. Très important de se préciser. Parce que si jamais quelqu'un veut réutiliser vos données, et qu'il peut, c'est en gros de fournir un peu le mode d'emploi de comment y parvenir. C'est hyper important. C'est toujours aussi dans un souci de reproductibilité. Ici, très important, vous avez décrit, voilà, data collection. Ici, vous décrivez effectivement tout ce que vous décrivez collecter comme données. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le détail à 200%. Mais voilà, quand on est dans un thème bien précis, il faut mettre tous les mots-clés et tous les noms de variables que vous souhaitez recueillir. Ici, les outcomes, c'est qu'est-ce que vous étudiez? C'est ce que vous avez étudié, quelles sont les réponses que vous avez étudiées, la survie. Ici, ben, c'est forcément tout ce qui est lié au rein, donc il y a toutes les variables qui sont liées au rein. Donc pour vous, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais voilà, ça peut être lié au niveau, je sais pas, l'état psy du patient, etc. Qu'est-ce qui sont les variables les variables réponses que vous souhaitez voir, c'est une dégradation, une amélioration, ou alors ça peut être aussi, voilà, la qualité de vie. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, ça va déjà nous donner une idée de les données, la base de données que vous allez avoir. Donc voilà, nos variables description, nos variables de patient, nos variables de réponse. Lorsque vous analysez les survies, ben voilà, est-ce que le patient est mort ou vivant? À quelle date il est décédé? Euh, Depuis quelle date on fait aussi ben, le liste de mesure? Ben, depuis le début de la prise du traitement. Voilà, etc. Donc ça aussi, toutes ces données-là, il faut être le plus exhaustif possible. Si vous êtes trop évasif, il y a déjà les reviewers vous lisent le ticket, ils vont poser des questions. Et ça témoigne un petit peu aussi pas d'un manque de sérieux, mais voilà, de rigueur. Et voilà, la rigueur en statistique ou en analyse de données, c'est primordial. Vous pouvez être hyper rigoureux sur l'expérience que vous avez menée, mais si vous n'êtes pas rigoureux sur la façon dont vous décrivez les analyses que vous avez, les variables que vous avez recueillies et les analyses stats que vous allez faire, bah là, tout de suite, ça peut gâcher un petit peu ce que vous avez fait. Ensuite, voilà, le statistical analysis. Donc là, c'est typiquement la description des analyses statistiques que vous allez faire. En général, le premier paragraphe, il est consacré à la description, en fait, de comment est-ce que vous allez décrire vos données. Enfin, en gros, comment vous allez faire votre analyse descriptive. Comment vous allez, par exemple, décrire vos données continues. Comment vous allez décrire vos données catégorielles. Quel test statistique vous allez employer. Par exemple, si vous comparez un traitement A à un traitement B, vous allez décrire la population de traitement A. Vous allez décrire la population de traitement B. Ou alors, vous décrivez les hommes, les femmes, avec leurs propres caractéristiques, et quels sont les tests statistiques derrière que vous avez utilisés. Effectivement, c'est très simple, c'est des tests T, c'est des tests non paramétrés, c'est des tests qui. Mais c'est toujours important de décrire cela, parce que comme je disais, ça donne un petit peu le mode d'emploi de ce que vous avez fait, et que si d'autres personnes veulent reproduire ce que vous avez fait, ben voilà, il faut utiliser tel test. Effectivement, c'est toujours les mêmes, mais souvent. Mais ça témoigne un petit peu, par exemple, si vous dites, ben voilà, on a testé la normalité des données, c'est toujours important.
c'est pas une question de normalité de données, pardon, pas de mortalité. Parce que ça permet de voir, vous avez dit, tiens, voilà, je vais continuer comme l'âge. Est-ce que la courbe elle est gaussienne? Du coup, est-ce que j'ai appliqué le bon test derrière si je veux les comparer? Parce que le test T, le test mon paramètre. Rien que ce genre de petits détails-là, ça peut faire la différence. Après, quand ce sont des grosses publications un petit peu comme ça, on peut se douter que bon, on s'en quand même été très sérieux. Mais voilà. Ici, par exemple, pour la courbe de survie, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de dire, bah voilà, on a fait une représentation de 4 ans meilleur. On démarre notre courbe au moment de la randomisation. C'est-à-dire qu'on prend la date de randomisation pour démarrer notre courbe où on aura tous nos patients avec 5% de survie. Et qu'est-ce qu'on prend ensuite comme date de l'année suivie? La date de l'année suivie qui est une durée des patients et la date de décès pour ceux qui sont décédés. Voilà. Et puis voilà, quels sont les tests qui ont été utilisés pour comparer les courbes de survie, si ça s'appelle un test de log-match. Voilà, c'est pour comparer nos deux groupes, nos deux courbes de survie en fonction du groupe. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est une manière vraiment très, très littérale de décrire ce que vous avez fait. En tout cas, si vous, soit vous, si vous faites les biostats, ou si vous travaillez avec un biostatisticien, c'est lui en général qui écrit le texte, ou alors vous l'écrivez, puis lui, il va peaufiner un petit peu derrière. Mais vous, surtout, c'est déjà voilà, d'écrire vos données, d'où elles viennent, vos objectifs, voilà, quels sont les critères que vous analysez, c'est ça en fait les outcomes, en fait, voilà, c'est ça, quels sont les critères primaires et secondaires que vous analysez. Et c'est ça tout de suite qui va, comment dire, indiquer ce que vous allez mettre dans vos résultats. Ça, j'y viens dessus aussi. C'est très important de mettre des flowcharts parce que ça permet toujours un petit peu de voir où est-ce que vous partez en termes d'individus, pourquoi vous en avez éliminé certains. Voilà, certains ne répondaient pas à nos critères. On avait dit supérieur à 18 ans, mais il y avait 16 ans. Donc voilà, supprimé de l'étude parce qu'ils n'étaient pas concernés. Donc, c'est un mauvais exemple que je dis, hein, parce que c'est en général, si on inclut dans un essai clinique un patient qui a moins de 18 ans, alors qu'il n'a plus de 18 ans, c'est qu'il y a eu un gros problème. Et bon, voilà, c'était juste pour une employée. Voilà, combien de patients on a au final, combien de patients on va analyser, combien de données sont valables, enfin, disponibles plutôt. Voilà, on peut nous donner. Donc ça, c'est intéressant aussi les flowcharts, hein, parce que ça permet vraiment de voir un petit peu ce qui est utilisé. Ici, on constate effectivement que le paragraphe stat, il se finit. Il n'est pas encore tout à fait fini. Parce qu'ici, il décrit effectivement en détail quel type de modélisation ils ont fait, comment ils ont procédé pour faire une modélisation. Toujours garder dans l'esprit, on décrit la chose comme si c'était un mode d'emploi. Et même si ça peut paraître très long, ici, on voit que le paragraphe continue encore sur 2 colonnes. Quelles variables j'ai analysées, etc. et tout, comment se présentent les résultats. C'est, voilà. Il ne faut pas hésiter vraiment, normalement d'être vraiment très short en termes de caractère, parce que certains journaux sont limites en certain nombre de caractères. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire trop dans un premier temps, pourvu que, voilà, si on a utilisé un test très spécifique qui est utilisé que dans 10 qubits dans le monde, voilà, que vous le spécifiez quand même, comment est-ce que vous l'avez utilisé, ça aussi, hein, parce que des fois, c'est important d'utiliser, de donner des détails sur le test ou la modélisation que vous avez utilisé. Des fois, ça peut être des choses qui sont très spécifiques, hein. Tout à l'heure, je parlais de variables à effet aléatoire. Voilà, ici, c'est là-dedans qu'il faut dire. Là, j'ai utilisé les individus comme aléatoire. Il faut le mettre tout ça là-dedans. Voilà. Et un autre point qui est très important aussi lorsqu'on fait de la rédaction médicale et quand on fait des biostatistiques, c'est ce qu'il y a dans le tout dernier paragraphe, ici. Ici, vous décrivez quoi? Vous dites, voilà, vous indiquez le niveau de significativité. C'est très souvent 5%, 0 surprise. Mais c'est surtout les logiciels, les versions des logiciels que vous avez utilisés.
Ici, ben voilà, ils ont utilisé la version 4.1 et ils ont utilisé aussi le logiciel GraphPack Prism, à mon avis, pour faire les graphismes, enfin, pour faire Flowchart. Ah, ben, Flowchart, ils ont fait autre chose. Mais voilà, si vous utilisez des logiciels différents, il faut le mettre. Quelles sont leurs versions aussi? Parce que pourquoi? Parce que d'une version à l'autre, il y a peut-être eu des améliorations. Et là aussi, toujours dans un site de reproductibilité des résultats, ben voilà, mais si vous utilisez une vieille version, ben dans la vieille version, le test statistique n'est pas tout à fait codé de la même manière. L'algorithme du test n'est pas tout à fait le même. Vous allez peut-être trouver des résultats qui sont un peu différents. Donc voilà, c'est comme quand lorsque vous montez un meuble Ikea, hein, quand on vous dit, ben voilà, euh, j'utilise une clé de 16. Imaginons, il y a une clé de 16 il y a différentes versions de la clé de 16. Il y en a un qui est demandé pour monter mon meuble, qui est la version 2. Très bien, je vais utiliser la version 2. La clé de 16 version 1, je dis mon meuble ne marche pas. Ou elle ne fonctionne pas très bien. Enfin voilà, c'est le même état d'esprit. On utilise des outils, on utilise des tests. Euh, c'est très important, effectivement, de dire, bah voilà, c'est telle version, c'est telle année. Euh, Parce que souvent, on fait appel à des publications qui existaient peut-être il y a 10, 20, 30 ans. Il y a 30 ans, bon, voilà, les analyses de biostats, c'était pas la même chose, mais voilà, voilà, toujours garder à l'esprit votre productivité et rigueur, rigueur, détail. Ensuite, une fois que vous avez mis toutes vos modes d'emploi, vous avez vos bases de données. Les biostatistiques sont faites avec R, SAS, peu importe, Prism aussi. Prism, c'est pas trop mal, c'est pas mal de l'utiliser. Si je l'ai déjà utilisé, c'est vraiment pas mal comme logiciel pour faire des graphiques aussi. Ben voilà, qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, il y a le fameux paragraphe results, c'est là où vous décrivez vos résultats. Et la première chose que vous faites, ben, c'est de décrire, oui, j'ai envie de dire presque littéralement, les données de vos patients. Alors, combien on a eu, quel est leur âge, est-ce qui, quel est l'âge qu'il y avait dans le groupe A, quel est l'âge qu'il y avait dans le groupe B, si surtout il y avait une différence qui était significative. Voilà, si vous comparez des patients, des groupes de patients, et que vous vous rendez compte ben, voilà, que la distribution de l'âge ou la sexe ratio n'est pas le même, voilà, vous le mettez dans le paragraphe résultat, en supposant que tout le reste, ben, voilà, dès lors que vous décrivez, je vais vous donner une manière générale, ben, voilà, vous décrivez je sais pas, l'indice de masse corporelle des patients, s'il est le même dans tous les groupes, vous mettez voilà, l'indice de masse corporelle des patients, pas notre groupe, mais de manière générale, il était autour de 22. Euh, donc voilà, en fait, ici, vous mettez vraiment décrivez, là aussi, pas forcément dans le détail le plus précis possible, mais voilà, vraiment les caractéristiques clés de vos patients. Toutes les variables qui peuvent potentiellement, on va dire, impacter sur la façon dont vous allez analyser vos résultats derrière. Et bah, forcément, ici, il y a une table. Si vous en mettez toujours, on a toujours une table pour décrire mes patients. Donc, un bras 1, bras 2, là, ici, il y a l'âge, le sexe, les valeurs de sérum, etc. Est-ce qu'ils ont eu des comorbidités, etc. Quel type de comorbidité ils ont eu, quel est le statut du patient, quel est le grade de leur maladie, enfin, toutes les choses qui sont liées vraiment à la population que vous avez utilisée. Vous voyez ici, ben voilà, les données sont données sous forme de moyenne, d'écart type, ça peut être sans fond de médiane, de valeurs extrêmum, de valeurs interquartiers. Les effectifs aussi, avec les pourcentages aussi derrière. Ici, il n'y a pas ici, mettre les pourcentages sans décimale. Des fois, c'est bien d'en mettre une décimale. Des fois, c'est bien d'en mettre deux. Ça dépend du type de journée. J'en profite aussi pour dire que ce n'est pas ce n'est pas tant la complexité des analyses stats, même à quel point vous décrivez vos analyses stats, ou même la rigueur avec laquelle vous avez fait vos analyses qui va être, comment dire, qui va déterminer tout de suite si vous allez avoir, si vous pouvez taper dans un journal avec un gros impact factor ou pas. Hein. Si vous faites une analyse vraiment de niche, qui va intéresser, vous pouvez faire la meilleure analyse du monde, mais qui va intéresser qu'une vingtaine de personnes dans le monde, je sais pas, moi, genre l'analyse du régime alimentaire du tout camp du Japon, qui n'existait pas forcément, peut-être. Vous pouvez faire la meilleure analyse stat du monde dessus.
voilà, vous allez peut-être taper dans un journal qui a un impact factor de 2, 3, 4. Voilà, c'est pas grave. À l'inverse, vous pouvez faire aussi des analyses qui peuvent être très simples, très basiques, juste une analyse descriptive de patients, mais une population qui est très rare, très intéressante à étudier et que tout le monde peut être intéressé. Bah là, effectivement, vous pouvez prétendre à un gros, voilà, un gros journal. Et voilà, c'est pas tant lié. C'est toujours mieux que les choses soient, si les stats soient bien présentés. Mais voilà, c'est pas non plus ça qui va faire que vous pourrez prétendre à un gros journal. Et ici, ben voilà, dans les résultats, ben vous décrivez ensuite ben, la description des résultats. Ici, vous avez votre objectif primaire, c'est la survie. Vous décrivez ben voilà, la survie de vos patients. Combien sont décédés, quelle était la probabilité de survie à tant de temps. Vous avez une variable qui était le niveau de sérum, de je sais pas quoi, etc. Quels étaient le niveau de sérum entre les deux groupes, parce que la différence était significative. Euh, S'il y avait des biais aussi dans les analyses, parce que ce qui arrive souvent dans les analyses rétrospectives, c'est qu'on a des prospectives aussi, c'est que ben, voilà, il y a toujours des biais à corriger. Donc voilà, comment elles ont été corrigées, quelle est la valeur de notre estimation une fois qu'on a corrigé, ce qui est la différence qu'on a observé, par exemple, quelle est la valeur une fois qu'on a corrigé en fonction de ces biais, etc. Euh, voilà. Ici, toujours important de à la fois compléter les résultats de manière littérale, les résultats clés, les résultats importants. Il peut y avoir des résultats subsidiaires aussi qui peuvent être aussi très intéressants, mais certains journaux peuvent proposer ce qu'on appelle des supplementary data, où là, vous pouvez des données un peu plus complémentaires, etc., d'importance aussi, mais peut-être des fois des choses qui sont un peu plus exploratoires aussi. Ben voilà, on a profité de cette base de données pour observer telle ou telle chose. Euh, voilà, c'est des données qui peuvent être classées de manière un petit peu, comme on dit, en supplémental data. Mais voilà, et puis toujours mettre aussi les graphiques clés. Ça peut être les moustaches, peu importe. Du moment où vous utilisez la représentation graphique qui, de manière informative, représente le mieux vos résultats, très important que vos graphiques soient bien, soient très parlants, assez esthétiques aussi. Avec un bon code couleur, sachant que voilà, si on veut pinailler vraiment à fond sur les histoires de couleurs, par exemple aussi, par exemple, c'est voilà, on a peut-être aussi des chercheurs qui sont, je sais pas moi, daltoniens, donc peut-être faire attention au choix de couleurs que l'on peut faire, mais on n'y pense pas forcément, hein. Mais voilà, ce genre de choses. Le choix de couleurs, des fois, si on a 10 groupes de patients, ben voilà, rouge, noir, ensuite ils choisissent comme couleur, du bleu, du vert, du jaune, enfin, d'un moment faire, c'est bête à dire, mais des fois, le choix de la panel de couleurs, faut pas que ce soit trop criard, faut pas que ce soit peut-être trop flashy. Ça peut être assez désagréable. Si des fois on est un peu, on est coincé, on est dans un journal qui publie pas en couleur, et le niveau de gris. Si le niveau de gris suffit pas assez parce que les niveaux de gris, ben voilà, on a cinq catégories avec 5 niveaux de gris, donc on ne va pas les distinguer sur des graphiques, surtout s'il y a des courbes qui sont superposées, par exemple. C'est très difficile à voir. Ben voilà, on utilise des points, des traits, des tirets. Enfin, voilà, c'est toujours ces possibilités-là qui peuvent, voilà, peuvent être exploitées. Mais voilà, c'est mettre le plus d'informations possible liées à nos résultats dans nos graphiques, les rendre les plus informatifs possibles, les plus esthétiques euh, possible aussi. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut aussi faire un petit peu les différences. C'est voilà, quand vous présentez à un congrès des résultats, des posters, les gens, des fois, ils vont être plus souvent attirés à l'œil par vos résultats parce que vous avez un joli graphique. Bon, après, ça peut être une étude complètement, ça peut être des études qui peuvent être pas forcément une grande importance ou quoi. Ça peut être des choses, voilà, on peut être attiré par des études parce que voilà, on a vu un beau graphique, on a vu des résultats, on a vu des tableaux qui étaient très bien présentés, avec des résultats qui étaient très très bien présentés, très faciles à comprendre.
c'est voilà, c'est ce genre de choses qui, voilà, c'est une espèce de petit facteur, on va dire, un peu supplémentaire qui, au-delà de la rigueur, de tout le travail que l'on a fait, qui peut encore le mieux le valoriser. Ici, on a vu les graphiques. Bon, ici, les résultats, ils les ont décrits sous forme littérale dans le texte. On peut aussi décrire des résultats. Ah ben voilà, ici, voilà. On peut décrire les résultats sous forme de tableau. Ou, ici, on a des résultats de modélisation multivariés, avec les p-values, les estimations, nos effets, nos variables qui sont analysées. Euh, voilà. Une chose aussi assez intéressante, c'est quand on a vu tout à l'heure dans le paragraphe statistique, dans le paragraphe méthode, matériel des méthodes, on parlait beaucoup des tests statistiques, des logiciels qui ont été utilisés, la façon dont on a procédé pour faire nos modélisations, nos analyses, etc. Là, je vous donne un exemple qui est assez, comment dire, pas complet, parce qu'on ne peut pas faire toutes les analyses statistiques possibles dans une étude, ça avant. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de montrer un exemple où voilà, ils ont essayé de montrer les choses de manière très exhaustive. Et on a vu que, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on n'a pas vu qu'on parlait des graphiques dans les, dans le paragraphe matériel et méthode. On a juste vu quel logiciel on était utilisé. Souvent, c'est le même logiciel comme dans R. Des fois, ils utilisent GraphPad Prism. À mon avis, c'était le cas ici parce que je reconnais l'esthétique que ça n'a pas été fait sur R. Les graphiques sont pas tout à fait bien symétriques, bien formatés de la même manière. C'est comme ça. Euh, voilà, le détail, la façon dont vous utilisez, vous allez générer vos graphiques et quel graphique vous allez faire, c'est pas nécessairement indiqué dans le paragraphe matériel et méthode, c'est plus souvent indiqué directement dans les légendes. Voilà, vous utilisez la méthode de Kaplan-Meier pour estimer vos probabilités de survie. Donc ça, c'est ce qui est décrit dans le paragraphe stat. Mais la présentation graphique, ben voilà, c'est indiqué dans les légendes. Voilà, c'est un groupe de Kaplan-Meier, voilà, avec la probabilité de survie, les plans de randomisation jusqu'à la fin du suivi, etc. Voilà, ici, c'est une courbe d'incidence. Voilà, il y a des fois des matières, en fait, à mettre pas mal d'éléments dans dans les légendes des graphiques. Ça permet un petit peu de court-circuiter le fait que des fois, on peut être un peu limité en nombre de caractères. Il faut voir un peu le nombre de caractères qui sont autorisés dans les légendes, mais voilà, vous pouvez un petit peu avoir en description des graphiques, en tout cas dans, dans les légendes. Voilà, je vais vous présenter un graphique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de volcano plot, qui est une analyse des expressions de différents gènes. Euh, vous analysez vous mettez des histogrammes, ben, vous mettez simplement, vous expliquez dessous dans chaque graphique, voilà, c'est un histogramme de l'effectif du nombre de patients qui ont eu tel ou tel traitement ou qui ont répondu au traitement. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, là, c'est vous qui voyez, mais le plus important, en tout cas, c'est de pouvoir utiliser les graphiques clés parce qu'on ne peut pas tout faire. On est un peu limité des fois. Donc, voilà. Malheureusement, des fois, il faut faire des choix, mais surtout se concentrer sur ce qui répond à vos critères principaux. Et des fois, si vous voyez, même s'il y a des résultats qui ne sont pas forcément significatifs, il faut les présenter quand même. Ah, voilà, ce me semble qu'il est ici. Très joli graphique. Ici, voilà. J'en viens aussi sur quelque chose qui peut paraître un peu sous-estimé quelque part lorsqu'on fait des rédactions, lorsqu'on tout ce qui part au volet statistique, biostatistique, ça ne se limite pas effectivement à connaître les méthodes, ça ne se limite pas aux résultats. Il est important aussi de faire son autocritique des analyses qui ont été faites dans les discussions. Ça peut être aussi de choses qui se passent en amont, c'est comment dire, est-ce que la population que j'ai analysée était vraiment bien ciblée? Parce que des fois, on a des résultats qui sont un peu en demi-teinte parce que voilà, on a analysé une population qui n'était pas forcément la cible de traitement, par exemple. Euh, Est-ce que les modélisations que j'ai faites
étaient les meilleurs. Typiquement, je ne sais pas, vous analysez la survie de patients, la survie à très court terme. Les patients meurent, je ne sais pas, très très vite dans votre cohorte, mais vous n'avez pas indiqué les dates de décès. Du coup, vous dites, voilà, on n'a pas visé les dates de décès, on n'a pas pu faire du log rank, on n'a pas pu faire du Kaplan meilleur. Donc, on a analysé ça de manière très binaire, oui, non. Ça peut être une limite de l'étude et c'est important de le mettre en tout cas en paragraphe de discussion, de dire, voilà, on a obtenu tel ou tel résultat, mais attention, on n'a pas tenu compte de l'aspect temporel des choses, par exemple. Voilà, c'est vraiment la discussion, c'est de se dire, voilà, on a obtenu tel ou tel résultat. Est-ce que ce qu'on a fait déjà, ça permet vraiment de consolider ce que l'on a obtenu? Oui, mais, non, mais, enfin, voilà, c'est important de nuancer ce que l'on a fait, de mettre les points forts et les limites de ce qu'on a fait, en tout cas, dans le paragraphe discussion. Peu importe la complexité, on va dire, de l'étude que vous avez faite, des fois, ça peut se limiter simplement à une description de deux patients entre deux groupes, hein, ça peut être simplement ça, votre analyse. Ici, c'était de l'analyse de survie, ici, c'est l'analyse de survie d'événements pour du temps. Ça peut être toutes sortes d'analyses, ça peut être aussi voilà, il faut de l'analyse exploratoire, essayer de trouver des profils de patients, il faut du clustering. Voilà, c'est toujours important de voilà, dire ce que vous avez fait et est-ce que vous êtes, entre guillemets, satisfait de ce que vous avez fait. Et après, il ne faut pas oublier qu'une rédaction scientifique, ça s'écrit aussi à plusieurs mains. C'est qu'avant même le stade du reviewing, vous allez être aussi challengé avec les autres co-auteurs de l'étude, surtout les principaux, ça peut être le directeur de thèse, ça peut être votre responsable de département, ça peut être le biostat, hein, le mec assez lourd, qui est là pour vous dire, voilà, oui, bon, là, c'est pas très rigoureux, là, j'aimerais bien qu'on affiche plutôt les résultats sous forme de médiane et d'écart-type, de médiane, par exemple, de médiane et interquartile parce que les données ne sont pas normales, donc vous mettez une valeur comment dire, vous mettez une moyenne très bien, mais si les données ne sont pas gaussiennes, ça sert à rien de mettre l'écart-type puisque les données ne sont pas symétriques autour de cet écart-type, donc ça sert à rien. Enfin, voilà, moi je suis les biostats aussi, on est là pour apporter un œil assez critique aussi sur les analyses qui ont été faites, sauf si c'est lui qui les a, lui ou elle qui les a produits. Voilà, déjà à ce stade-là, bon courage, je envie de dire. Et une fois que vous êtes là, voilà, vous êtes à comment dire, la seule à la merci des reviewers. Et là aussi, un conseil, au niveau des reviewers, enfin, un conseil d'amis, j'ai envie de dire, euh, ne pas, des fois, les commentaires reviewers peuvent être très désarmants. On peut très vite se sentir décontenancé par certains reviewers. Mais des fois, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément bien compris ce qui a été fait, parce qu'ils n'avaient pas allé vous n'avez peut-être pas forcément une bonne connaissance dans votre domaine, c'est peut arriver, parce que vous êtes sur des choses très, très pointues. Il n'a peut-être pas forcément bien compris l'interprétation des analyses statistiques, pourquoi vous avez plutôt fait telle modélisation ou pas une autre. Donc, il risque de vous challenger là-dessus. Si vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes vraiment sûr de ce que vous avez fait et que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez très bien leur dire non, ce que vous proposez, bon, voilà, je prends note de ce que vous avez dit, merci. C'est pas forcément pertinent, mais voilà, on pense que nous, ce que nous propose, ça permet de mieux répondre à notre question. S'il y en a qui disent oui, bon, il y a des reviewers qui vous disent ouais, mais je pense qu'il y a un biais qui peut être un biais un petit peu technique, un biais méthodologique, il existe tout un tas de biais possibles. Vous avez oublié de dire, voilà, votre population, vous testez un traitement, mais votre population B, on voit bien qu'elle est plus âgée. Vous n'avez pas ajusté une fonction de taux de paramètre de l'âge. Est-ce que vous pouvez en tenir compte? Voilà, oui, forcément, vous allez dire, là, je vais essayer d'améliorer encore un peu plus mon résultat, d'affiner encore plus mes analyses. Voilà, c'est fois pour dire que voilà, les reviewers peuvent avoir on n'est pas là non plus pour essayer de répondre à leurs desiderata aussi de reviewers. Des fois, oui, quand c'est vraiment pertinent et qu'ils mettent vraiment le doigt sur un truc qui ne va pas. Et que là, c'est pire que ça l'est. Mais des fois, quand ça ne l'est pas,
faut pas oublier que ce sont des gens, des êtres humains aussi derrière. Et il faut pas non plus que voilà, quand on formule une réponse, et bien, ben voilà, on reste dans ce qu'on est, on tient, on peut à la limite peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin en disant voilà, on va intégrer peut-être votre marque là, mais le reste, on ne change pas parce que voilà, tout ce qu'on a fait, c'était vu, vérifié, etc. Voilà. C'est ça que je voulais montrer là d'autres exemples aussi, mais c'était vraiment si j'avais d'autres publications à vous montrer, mais voilà en gros schématiquement ce que l'on a. C'est pour rappel, description de l'expérience, comment vous avez collecté vos données, description de vos objectifs et comment vos objectifs sont recueillis. On a recueilli nos données avec telle machine, avec tel moyen, euh, quelles données sont récoltées, par exemple pour la survie, ben voilà, vivant ou mort, avec des dates, voilà. Être le plus toujours vraiment être dans le détail. Vraiment, c'est pour être reproduire ce que vous faites, qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que vous avez fait. Voilà, est-ce que c'est comme ça qu'on apprend si on fait un peu de la recherche, vous lisez des publications, vous voyez ce qu'ils font. Plus c'est dans le détail, mieux c'est, parce que vous dites, ah chouette, ben, je vais pouvoir utiliser R, je vais pouvoir me dire, ben, voilà, je vais utiliser telle commande, je vais pouvoir faire telle modélisation, je vais pouvoir reproduire des résultats qui, si vous faites les mêmes, ben voilà, est-ce que je trouve la même chose? Comme ça, ouf, très bien, ils ne sont pas trompés et moi j'ai trouvé la même chose. Ou alors, si vous trouvez peut-être un résultat différent, vous dire, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Enfin, à ce moment-là, c'est tout un autre processus, je veux dire. Et voilà, c'est bien décrire ce que vous faites, bien décrire ce que vous obtenez le plus honnêtement possible, sans chercher à mettre de la poussière sous le tapis. Enfin, bien les représenter ce que vous avez fait, les résultats, comment est-ce qu'on peut les voir graphiquement, visuellement, pour tout de suite intégrer, des fois, en quelques secondes, ce qui se passe. Avec les courbes de survie, après les résultats chiffrés, c'est autre chose. Mais bon, les estimations, c'est toujours important, les chiffres, c'est toujours important. Donc, donc voilà. Donc, les bonnes pratiques, c'est donc les bonnes pratiques dans tous les cas, ben voilà, quand on veut faire des analyses de données avec R, je vous ai donné les grandes lignes. Pour faire la rédaction médicale aussi. Ensuite, il faut toujours adapter le type d'analyse que l'on fait en fonction du type de données que l'on analyse. On n'analyse pas des données rétrospectives avec le même état d'esprit qu'on analyse des données de ces cliniques de phase 2 phase 3. Alors, le type c'est toujours adapter nos analyses. Il faut toujours penser à faire un plan dans sa tête, un plan méthodostat. Donc, il est écrit littéralement dans les publications. Mais voilà, il faut toujours avoir un dialogue euh, avec des biostatisticiens, je pense que, en tous les cas, parce que c'est vraiment un métier à part entière. On peut pouvoir me dire, ben voilà, j'ai une telle analyse, j'ai telle cohorte, je vais faire ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on fait ça? Des fois, quand on a des très bonnes connaissances en stade, on peut le faire de manière beaucoup plus autonome. Euh, voilà un peu l'état d'esprit. Moi, je sais que des fois, j'ai conscience des fois que lorsque vous êtes en doctorant, faites votre thèse, il y a une certaine autonomie à avoir, mais on ne peut pas avoir, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on se rend compte, voilà, on ne peut pas avoir toutes les connaissances sur R, en stats, etc. Il y a, parce que dans certains même, parce que même des fois, c'est même, la même test statistique ou une modélisation, il peut y avoir plusieurs choses, plein d'autres options possibles qu'on peut faire. Est-ce que j'utilise les bonnes? Voilà, c'est très important de mettre les choses au point aussi dès le départ d'un point de vue méthodo pour que voilà, quand on présente nos résultats, on est sûr des résultats que l'on a obtenus, après s'ils nous plaisent ou pas. Ça, c'est une autre histoire. On a une question, on essaie d'y répondre. Et les tests sont là pour dire est-ce que voilà, notre hypothèse se vérifie ou pas avec le regard de notre population. Voilà. Alors, La question est de savoir s'il est possible d'élaborer un masque de saisie sur R. un masque de saisie. Alors, je ne comprends pas
très bien le terme de masque de saisie, mais dans tous les cas, sur R, comme j'avais montré en fait tout à l'heure, j'ai ouvert des petits fichiers avec calcul, etc. et tout, ce qu'on appelle des scripts. Et là-dedans, vous mettez tout votre processus, votre code, les commandes les uns ensuite des autres qui permettent de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un script de saisie de tout ce qui vous a servi pour lire votre fichier et l'enregistrer en format R. Vous pouvez, comme je disais, faire un deuxième script à côté, histoire de bien séquencer son travail. Dire, ben voilà, je vais faire un script où je vais transformer mes données. Là, je vais transformer en catégorie. Les mots F et M de féminin, masculin, je vais les transformer en féminin et masculin, en littéral. On peut aussi transformer, angliciser un petit peu les termes qui sont en français dans les bases de données, enfin, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ben voilà, une fois que vous avez fait vos codes, si par exemple vous voulez les reproduire tout de suite parce que vous avez modifié, votre base de données était mise à jour, ben, vous faites CTRL A, CTRL-Entrée, ça régénère tous vos codes à chaque fois. Vous relisez votre base de données, ça retransforme tout de suite vos données, ça recrée une nouvelle base de données, ça, vous réanalysez vos nouveaux résultats mis à jour derrière, mais tout de suite, et vous gagnez un temps fou, quoi. Vous perdez du temps, c'est très chronophage de faire des codes sur R, effectivement. Mais si tout est bien enregistré, tout est bien codé comme il faut, ça prend 2 minutes à tout créer. Après, il ne faut pas avoir peur parce que des fois, effectivement, il y a moyen de trouver sur certaines universités des espèces de modes d'emploi de R, de certains logiciels, histoire d'exploiter le plus rapidement possible, le plus simplement possible le résultat et qui explique un peu en détail à quoi sert telle variable, telle commande, enfin voilà. Ça, c'est pas grave, en gros, de trouver, j'ai envie de dire aussi quelque part sur des forums, sur des sites, des commandes toutes faites. Vous avez juste à transposer avec vos variables, vos objets, vos bases de données à vous. Vous faire ce que vous avez envie de faire, hein. C'est pas grave, hein. Je veux dire, du moment que ce que vous faites, c'est bien la bonne chose, la bonne commande et la bonne modélisation à faire, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, c'est vrai que, comme je disais, Excel, faire des steps sur Excel, je déconseille fortement. Grave pas de prise, mais un petit peu limité lorsque vous faites des analyses très poussées. Par exemple, vous ne pouvez pas faire des, des machines learning, ce qu'on appelle des machine learning, des outils d'intelligence artificielle avec un peu de prise. Hein, donc, voilà. J'ai montré l'exemple de R. SAS, en termes de programmation, certaines personnes ont plus de facilité avec. Personnellement, je trouve celle-ci beaucoup plus lourd à analyser parce que avec R, en une commande, on peut faire en une commande avec R, ce qu'on peut faire avec ça, c'est un dealing. Tout de suite, voilà, c'est beaucoup l'inertie avec ça, c'est beaucoup plus lourd. Les analyses de la fin de glace, d'accord, je connaissais pas. D'accord, non, je connaissais pas, mais après, ce qui compte surtout, c'est que peu importe le logiciel que vous utilisez, voilà, de dire, ben voilà, j'utilise tel logiciel, j'utilise telle version du logiciel, comment le trouver, des fois, comment tu peux le trouver, je sais pas, avec l'URL, etc. Et ben voilà, de bien faire en sorte que lorsqu'on fait nos analyses, on puisse le faire, resuivre le processus à l'identique à chaque fois. Voilà, c'est ça le plus important, peu importe ce que l'on fait. Dans tous les cas, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de tout connaître sous le bout des doigts en biostat. C'est pas votre boulot, j'ai envie de dire. Votre boulot, c'est la neurologie, etc. C'est un domaine qui est très vaste et que je ne le maîtrise pas encore bien parce que c'est pas encore un domaine dans lequel j'ai eu l'occasion d'étudier. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis biostatisticien. Je travaille beaucoup, par exemple, en oncologie. Je sais qu'en oncologie, il y a des gens des médecins, des professeurs qui font aussi un peu des stats de leur côté, qui savent faire des comptes de survie, qui connaissent un peu R, donc ça peut ajouter ce point. Mais est-ce qu'ils vont travailler de la manière aussi rigoureuse que moi? Est-ce qu'ils vont pouvoir, des fois, affiner les analyses avec le regard critique que j'ai, comme moi? J'en suis pas sûr. Et est-ce que moi, de leur mot de côté, est-ce que je suis capable, même si je connais bien les maladies qu'ils étudient, est-ce que je vais porter un diagnostic pour leurs patients? Non, j'ai envie de dire,
chacun est à sa classe. Ce qui compte, c'est que, voilà, on puisse travailler en équipe, des fois. On, on puisse aussi bien comprendre, se comprendre entre professionnels, entre les biostatisticiens, les différents médecins, etc. C'est vraiment la communication, c'est hyper important. Savoir bien comprendre avec les termes que l'on utilise, ce qui sont adéquats aussi. Voilà, c'est pas votre origine, c'est pas grave si vous ne connaissez pas tout. Le plus important, c'est de comprendre ce qui est fait, pourquoi c'est fait. Et voilà, comme je disais, toujours un chemin de reproductibilité des résultats. Voilà. J'en profite aussi pour dire qu'il existe aussi évidemment par exemple, lorsqu'on veut faire simplement des analyses descriptives comparatives simples, par exemple, savoir est-ce qu'on utilise un test T, comment est-ce qu'on vérifie l'homocydasticité, la normalité des données, savoir quel bon test utiliser dans chaque condition. Ça se trouve, même, je pense même que Wikipédia, voilà, même presque Wikipédia explique bien comment il faut faire pour utiliser tel test en fonction de tel cas de figure. Donc, voilà, c'est un processus qui est, j'ai envie de dire, voilà, j'ai les données continues. Ben, données continues, c'est est-ce que est-ce que j'utilise un test paramétrique ou pas? Voilà, je suis dans la normalité des données, etc. Est-ce que dans mon test T, j'ai une une homocydasticité, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les variances sont identiques ou vraiment il y a un qui est très fine, très élevé, enfin, voilà. On peut trouver ce genre de choses assez facilement aussi sur, sur Internet. C'est pas, on va dire, la chasse gardée des biostatisticiens, ce genre de choses. C'est, ce sont des choses qui peuvent paraître effectivement pas évidentes à faire avec R, et puis utiliser la bonne commande, etc. Et tout. Faut vraiment s'imprégner de l'environnement logiciel que l'on utilise. Mais voilà, comme je disais, surtout le plus important, c'est est-ce que j'utilise le bon outil? Est-ce que je sais bien correctement interpréter le lien? Voilà, c'est la clé.